Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de ce webinaire. Alors, je me rends compte juste avant de démarrer que je n'ai pas autorisé, hop, il faut que j'autorise tout le monde à utiliser le chat. Voilà, normalement c'est bon, vous pouvez tous utiliser le chat. Donc, bienvenue, je suis Caroline Mignalet, je dirige Averroès e-learning, je suis aussi agrégée de sciences économiques. Et donc Averroès e-learning, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une école de soutien scolaire et d'accompagnement des élèves des lycées français de l'étranger que nous accompagnons un peu partout dans le monde, de la sixième jusqu'à la préparation des concours du supérieur et leur entrée dans le supérieur. Nous sommes basés en France et ce soir, nous organisons, comme à l'accoutumée d'ailleurs, ce webinaire en partenariat avec la FAPE, donc la Fédération des associations de parents d'élèves des lycées français de l'étranger. Et ce webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires, donc de conférences, qui a démarré qu'on reconduit tous les ans et qui démarre, on va dire, mi-septembre, pour se terminer pour les élèves et les familles qui sont en calendrier sud, donc qui vont faire leur rentrée scolaire en février ou mars, donc pour se terminer au mois de novembre. Donc ce soir, l'objectif de cette rencontre et des informations qu'on va essayer de vous apporter, c'est de répondre à la question assez d'actualité qui est comment choisir ses spécialités. Donc, comment choisir ses spécialités? Ça se déroule en deux temps, comme on va le voir. Et une première partie se fait en seconde, et puis une deuxième partie se fait en première au moment où on aborde l'année de terminale. Donc, pour animer ce webinaire, je suis aujourd'hui accompagnée de Nesrine, qui est en charge, qui participe aux relations avec les familles. Bonsoir Nesrine. Bonsoir. Et Nesrine aura la tâche ce soir de faire remonter l'ensemble de vos questions, que je vous invite à faire à noter au fur et à mesure, soit dans le chat, soit dans l'outil de questions-réponses, de manière à ce qu'elle les synthétise et puis qu'on puisse y répondre de manière groupée et un petit peu par thématique. Donc, on s'arrêtera plusieurs fois. N'hésitez pas. C'est un peu comme avec les élèves. Il n'y a aucune question bête. Toutes les questions méritent d'être posées. On rentre en plein dans la période, dans le pic de la période d'orientation avec Parcoursup qui a, pour les élèves de terminale, effectivement ouvert pour ces candidatures hier. Donc voilà, on est vraiment dans le vif du sujet. Donc n'hésitez pas, c'est un espace, on ne représente ni l'éducation nationale, ni aucun établissement en particulier. On est là pour vous apporter de l'information, comme on est là tout au long de l'année pour accompagner les élèves qui en expriment le besoin à s'améliorer, à se sentir plus confiants et plus sûrs d'eux dans la poursuite de leur scolarité ou dans la poursuite de leurs études supérieures et de leur choix d'orientation. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais commencer à partager hop, mon diaporama. La, on va travailler, on va échanger en fait autour de trois thèmes. Et je m'arrêterai en fait à la fin de chaque thème pour vous laisser l'occasion, pour laisser à Nesrine la possibilité de faire remonter vos questions. Donc, on va commencer par faire un point déjà sur les spécialités en première et en terminale, comment ça marche. Vous êtes nombreux ce soir à avoir des enfants en troisième, en seconde. Donc, peut-être que ce sont vos aînés, donc, ou que les grands, c'était avant la réforme du bac. Donc, du coup, on va voir déjà comment ça fonctionne, ces spécialités, de manière générale.
Ensuite, on verra quelles sont les combinaisons de spécialités. Donc, dans le jargon de l'éducation nationale, on appelle ça des doublettes. Donc, quelles sont les doublettes de spécialités ou les combinaisons de spécialités qui correspondent à quel projet d'orientation, globalement. Et ensuite, on verra dans un troisième temps quelles sont les compétences attendues pour chaque bloc de spécialité. Qu'est-ce qui attend les élèves, en fait, quand ils prennent ces matières, parfois un petit peu à l'aveugle, et comment est-ce qu'on peut les renforcer et comment est-ce que nous, avec e-learning, on travaille. Alors, pour répondre tout de suite à une question d'ordre organisationnel, effectivement, le webinaire est enregistré. Et si vous êtes inscrit effectivement à ce webinaire, mais que pour une raison de travail, etc., vous ne pouvez pas assister à sa globalité, vous recevrez, alors soit demain en fin de journée, au plus tard lundi, le lien pour accéder au replay. Voilà. Donc, je vais démarrer tout de suite pour pas vous faire perdre de temps. Donc, ces spécialités, ces fameuses spécialités, comment ça marche? Donc, ces spécialités, elles ont été mises en place au moment de la réforme du lycée, de la réforme dite Blanquer. Elles ont fait couler beaucoup d'encre. Leur organisation, leur évaluation a été pas mal modifiée, mais je pense que là, on est aujourd'hui dans un système qui est relativement stable. Donc, les spécialités, c'est ce qui remplace les séries. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est-à-dire qu'avant, les élèves faisaient un bac A, un bac S, ou un bac L, ou un bac ES, etc. Donc, et ils choisissaient une série, et là, tout leur a été imposé. Tout l'objet de cette réforme, ça a été de créer un peu de souplesse et de donner aux enfants la possibilité de choisir des parcours un peu moins normés. Et donc, il n'y a plus de série. Les élèves choisissent 3 matières de spécialité. Dans les systèmes anglophones, on appellerait ça des majeurs. Voilà. Donc, en classe de seconde, au moment du conseil de classe du 2e trimestre, c'est pour les écoles, pour les établissements qui sont trimestre, on va demander à vos enfants de faire des premiers vœux de spécialité pour que le conseil de classe puisse donner son avis sur ces vœux, sur la pertinence de ces vœux par rapport à ce qu'ils savent de votre enfant et de son profil scolaire en tout cas. Donc, en seconde, on choisit 3 spécialités. Parmi ces 3 spécialités, une va être abandonnée en fin de première pour que, en terminale, les élèves ne concernent que 2 spécialités. Évidemment, qui dit spécialité et majeur, dit coefficient significatif, bien évidemment, puisque en fait, ce sont des matières que les élèves choisissent. Et ces spécialités, elles viennent se rajouter dans la scolarité de la première et de la terminale aux matières de tronc commun de type français, philosophie, langue vivante, bien évidemment, sport, enseignement scientifique, et qu'est-ce que j'oublie? Histoire-géographie. Voilà. Donc, en termes d'évaluation, ces spécialités sont évaluées de 2 manières différentes. La spécialité qui est abandonnée en fin de première est évaluée sous la forme du contrôle continu pour le baccalauréat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les notes de bulletin de première qui comptent pour le bac, comme note de bac. Très simple. Donc, on prend la moyenne du premier trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre de classe de première, et cette moyenne fait une note de bac qui est affectée d'un coefficient 8%, 8 sur 100 pour l'obtention du baccalauréat. Pour les écoles qui sont en semestre, comme Lisbonne par exemple, ou Bruxelles, là pour le coup, on prend évidemment les notes du premier et du 2e semestre. Voilà. Pour les 2 spécialités qui sont conservées en terminale, donc, et qui sont là vraiment les majeures de l'élève, que choisit l'élève, elles sont, affectées d'un coefficient de 16 chacune sur un total de 100. Ça veut dire que AL2, ces spécialités représentent un tiers de la note de baccalauréat de vos enfants, du résultat du baccalauréat de vos enfants. Pour le coup, elles sont évaluées en épreuve finale, ce
qu'on appelle les épreuves finales, qui se déroulent au mois de juin. Donc, c'est la nouveauté de la rentrée de cette année, puisque jusqu'à présent, entre le Covid, etc., ça a été très perturbé. L'année dernière, elles se sont été organisées au mois de mars. Maintenant, c'est terminé. Les épreuves de spécialité ont lieu en fin d'année. Donc, les élèves ont une année de terminale complète et sont évalués sur la totalité de leur programme de terminale au mois de juin, en même temps que les épreuves de philosophie. À ces épreuves de spécialité s'ajoute l'épreuve de grand oral qui va porter aussi sur ces deux matières-là et qui est, elle, coefficie. Donc, au total, ça fait 42 points de coefficient sur 100 pour ces deux matières que les élèves conservent en terminale. D'où, si j'insiste là-dessus, c'est un peu technique et si vos enfants sont en troisième ou en seconde, bah, bien sûr que vous aurez le temps de revenir sur les coefficients, etc. Ils auront même le temps de changer, on ne sait jamais. Mais en tout cas, si j'insiste là-dessus aujourd'hui, c'est pour dire que les choix de spécialité, en fait, ils sont importants parce que derrière, c'est un poids très significatif dans la réussite des élèves, de leur parcours scolaire et du coup de leur dossier d'orientation. Donc, vraiment, c'est important. Alors, ces spécialités, quelles sont-elles? Dans les lycées français de l'étranger, il y a 8 spécialités que vous allez trouver quasiment partout. Alors, évidemment, quand je dis quasiment partout, c'est quasiment, c'est-à-dire qu'il y a forcément des exceptions, mais quand même, de manière générale, ces 8 spécialités dites courantes, vous allez les retrouver quasiment partout. Vous allez avoir première spécialité, enfin première parce que c'est ma matière. Première spécialité, les sciences économiques et sociales. Alors, sciences économiques et sociales, en seconde, les enfants ont un enseignement de découverte des sciences économiques et sociales, qui leur donne un peu une idée de ce dont on traite, et puis qui leur donne aussi une culture générale socio-économique, qui est quand même fort utile quand ils arrivent dans le supérieur. Ceci étant dit, quand ils attaquent la spécialité en première, bon, ça reste une science, sciences économiques et sociales. On reviendra sur les attendus tout à l'heure dans ces matières-là. Mais bien évidemment, c'est une matière scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il y a des maths, forcément, mais ça veut dire que quand même, on attend des élèves un certain raisonnement mathématique. Donc voilà, c'est un programme qui est intéressant, qui les amène à travailler à la fois en économie, sur, par exemple, les marchés, sur la croissance économique, sur les crises financières, en sociologie, sur, par exemple, la mobilité sociale ou sur la justice sociale, mais aussi en sciences politiques, avec un volet autour, en particulier, du vote et de l'engagement politique. Voilà, donc c'est une spécialité qui combine, en fait, 3 disciplines. Ensuite, vous avez la spécialité mathématique, donc en première et en terminale, qui va venir se rajouter pour les élèves qui rentreront en première à l'enseignement obligatoire de mathématiques que tous les enfants ont aujourd'hui. Ensuite, vous avez une spécialité physique-chimie, une spécialité sciences et vie de la Terre, donc biologie, géologie, etc. Une spécialité qui s'appelle, il y a une faute de frappe, qui s'appelle HGGSP. Sous cet acronyme, on travaille l'histoire-géographie, la géopolitique et les sciences politiques. Donc ça, c'est une nouvelle matière euh, qui est une approche qui met en œuvre une approche géopolitique des problématiques du monde actuel. Donc, par exemple, les élèves vont traiter des thématiques comme faire la guerre, faire la paix avec les zones de conflit actuelles, qu'est-ce qui mène à un conflit, quelles sont les dynamiques de ces conflits, quelles sont les dynamiques de la paix, quels sont les organes internationaux, supranationaux qui peuvent accompagner. Ils vont traiter aussi le thème de la connaissance comme outil de pouvoir géopolitique et d'influence géopolitique. Voilà.
Ensuite, vous avez une spécialité qui s'appelle littérature, langue et culture étrangère, donc qui se décline alors principalement en anglais, espagnol, allemand et italien. Bien évidemment, dans certains lycées, il y a aussi des langues locales, type le portugais ou etc. Et à ceci s'ajoute, donc ça fait partie de ces spécialités, quelque chose qui est ouvert, par exemple, au lycée Charles de Gaulle à Londres, qui s'appelle Anglais monde contemporain, et qui est là moins de la littérature, il y a moins de littérature et beaucoup plus de problèmes contemporains et d'actualité. Mais on reste sur des niveaux de langue très élevés. Ensuite, vous avez une spécialité qui s'appelle Humanité, Lettres, Philosophie. Donc là, qui aborde, donc qui est une spécialité vraiment littéraire, j'ai envie de dire, et qui permet d'aborder un certain nombre de sujets à la fois par le biais de la littérature et à la fois sous l'angle de la philosophie. Donc c'est une espèce de double lecture d'un certain nombre de sujets. Et ensuite, vous avez NSI, qui n'est pas ouvert dans d'autres, enfin, qui est pas que vous n'allez pas trouver partout, donc qui est une spécialité qui est consacrée au système d'information, donc plutôt informatique. Ensuite, et toujours dans les lycées français de l'étranger, vous avez 4 spécialités qui sont quand même beaucoup plus rares. Vous avez la spécialité artistique, donc, et au sein de la spécialité artistique, donc, qu'on va quand même retrouver dans 22 établissements des lycées français de l'étranger, vous allez avoir 5 domaines, les arts plastiques, le théâtre, le cinéma, l'audiovisuel, la musique, et évidemment, il m'en manque un que j'oublie. Bon, ça va revenir. Donc, par exemple, au lycée franco-hellénique d'Athènes, vous avez la spécialité théâtre. Au lycée Charles-Lepierre à Lisbonne, il me semble que vous avez la spécialité art plastique. Au lycée Descartes à Rabat, vous avez la spécialité cinéma audiovisuel. Voilà, donc ce ne sont pas des options, c'est vraiment une spécialité à part entière. Vous avez ensuite la spécialité sciences de l'ingénieur, donc qui sont, comme son nom l'indique, est une spécialité scientifique un petit peu plus appliquée aux sciences de l'ingénieur, et que là, on va retrouver dans 3 établissements. Vous avez ensuite langue, littérature et culture de l'Antiquité, donc latin-grec, mais pas en option en spécialité. On va retrouver dans 23 établissements, en général, des toutes petites classes. Et puis, vous avez une spécialité éducation physique et sportive et culture sportive qui aujourd'hui n'est ouverte pour l'instant, en tout cas pour l'année scolaire actuelle, qu'au lycée de l'île Maurice. Donc voilà le choix, l'offre parmi laquelle vos enfants vont devoir choisir. Euh, comment se déroule finalement ce processus de choix? Et ensuite, on fera une première pause pour prendre un certain nombre de questions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au milieu de la seconde, donc soit au 2e trimestre, soit à la fin du 1er semestre, etc., vos enfants vont y mettre, alors ils complètent une fiche navette, c'est le fameux terme, donc fiche navette qui va circuler entre les familles et l'établissement, vont faire des vœux provisoires, et sur la base de ces vœux provisoires, le conseil de classe du second trimestre, ou du 1er semestre, va émettre un avis, c'est-à-dire un avis favorable, enfin, plus ou moins favorable. C'est-à-dire, voilà, par rapport, alors bien évidemment, par rapport à ce que les enseignants du conseil de classe connaissent de votre enfant, et en termes de capacité de travail, et en termes de résultats proprement parlés, etc. Ces vœux provisoires, euh, on va les faire en fonction de 3 éléments, et c'est là que
c'est là que c'est quand même important d'en parler. Il faut tenir compte des goûts de l'élève. Alors, pourquoi des goûts de l'élève? Parce que, en fait, en termes d'heures, par exemple, une spécialité, c'est 6 heures en terminale, 4 heures en première, c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail et c'est des gros coefficients. Donc, franchement, faire des spécialités, aller choisir une matière pour laquelle on n'a aucun goût, qui nous intéresse pas, ou parfois je me mets à la place de vos enfants, ou je déteste le prof qui fait cette spécialité. On a envie de dire c'est pas toujours de bonnes raisons, mais c'est quand même une bonne raison. Donc, premier critère, c'est effectivement le goût des élèves. Deuxième critère, effectivement, il faut tenir compte de ces résultats et on le verra tout à l'heure quand on va échanger sur les attendus, ce qui est attendu pour chaque discipline, pour chaque spécialité. Euh, Au-delà de ces résultats, sont pareil, ses facilités, ce dans quoi il est à l'aise, qu'est-ce qu'il aime travailler, etc. Par exemple, j'ai envie de vous dire, il y a des spécialités plutôt littéraires, c'est-à-dire qui nécessitent d'écrire et de rédiger de manière importante. Typiquement, les SES, la géopolitique, les humanités. Un enfant qui déteste écrire ou qui a du mal à écrire plus d'un paragraphe, euh, c'est pas forcément là-dedans que, en tout cas, il va pas falloir qu'il choisisse que des spécialités qui vont faire beaucoup appel à des qualités rédactionnelles. Et troisième critère important, si on a une idée, c'est de tenir compte de son projet d'orientation. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Et cette année, Parcoursup a ouvert, y compris pour les élèves de seconde, qui peuvent commencer à créer leur dossier s'ils le souhaitent. Mais surtout, en fait, j'y reviendrai, Parcoursup, c'est une source d'information qui est ouverte à tous et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Dernière étape de ce processus, la confirmation des vœux. Donc, les vœux définitifs sont faits au 3e trimestre et c'est le conseil de classe qui donne son accord ou son désaccord sur ses choix de spécialité. Alors, je vais le dire tout de suite parce que c'est souvent une question qui nous est posée. Parfois, la spécialité que votre enfant voudrait faire, elle n'existe pas dans le lycée où il est scolarisé. Il y a toujours la possibilité de suivre une spécialité avec le CNED, sous réserve que le chef d'établissement donne son accord. Avec quand même bah, j'ai envie de dire un warning, mais un point de vigilance pour parler français, c'est que ça suppose quand même une autonomie importante de l'élève et que donc c'est à prendre en compte en fait. Un élève qui n'est pas du tout autonome, qui n'aime pas travailler seul, etc., c'est pas toujours pertinent de choisir une spécialité qui n'est pas dispensée dans le lycée. Voilà pour cette première partie. Donc, Nesrine, je te propose de démarrer avec les premières questions. Ok. Alors, pour commencer, si on choisit la combinaison spécialité maths et SES, l'option maths expert, qu'est-ce que ça ajoute et quels sont les débouchés? Alors, je vais revenir sur les doublettes et les débouchés dans la deuxième partie. Donc, du coup, sur toutes ces questions-là, tu la gardes et j'y reviendrai. Si je n'ai pas répondu, tu me la reposeras, mais j'y reviendrai dans la deuxième partie. Pas tout mélanger. Quelles exigences sont liées à l'aspect anglais? Est-ce que le niveau varie par pays, avec potentiellement le niveau qui augmente sur des pays anglophones, ou les exigences sont les mêmes? Non, alors le niveau d'exigence est le même et les épreuves sont les mêmes partout. En spécialité LLCE, on vise un niveau C1, C2 pour les élèves. En
en niveau européen. Donc, voilà, on attend des élèves. Alors, au-delà de la langue, c'est-à-dire qu'il faut il faut effectivement être capable de bien parler la langue, mais au-delà de la langue, on attend des élèves une bonne connaissance de et la littérature, enfin, et c'est ce qu'ils travaillent d'ailleurs pendant les 2 ans, de la littérature correspondante, donc anglophone, anglaise ou américaine d'ailleurs, selon les établissements, il peut y avoir les deux, et de la culture du pays ou de la zone en question. Voilà. D'accord, merci. Parcoursup renseigne-t-il sur les parcours post-bac sur le territoire français uniquement ou nous donne-t-il des informations sur les possibilités de parcours à l'étranger? Non, alors Parcoursup ne renseigne que, bien évidemment, que sur le système francophone. En dehors de, ensuite, il existe des équivalents de Parcoursup dans différents pays du monde. Donc, il y a quelque chose qui existe en Espagne, dont j'ai oublié le nom. Aux Pays-Bas, il existe quelque chose qui s'appelle StudyLink. En Angleterre, il existe quelque chose qui s'appelle UCAS, enfin UCAS. Euh, voilà, donc des systèmes équivalents existent. Aux États-Unis, en revanche, en fait, les admissions se font université par université. Donc là, il n'y a pas de système centralisé à proprement parler. Euh, donc voilà. Donc, mais Parcoursup, c'est essentiellement sur le système français. Enfin, c'est uniquement d'ailleurs sur le système français. J'ai une autre question. Le nouveau tronc commun de maths est-il vraiment conséquent et permet-il d'éviter l'aspect maths? Comment est-ce perçu en post-bac et cela permet-il de prendre maths complémentaires sans prendre l'aspect maths? C'est une très bonne question. Très franchement, là, il faudrait être devin pour vous le dire. Le tronc commun de spé maths, c'est vraiment des maths généralistes. Ça remplace pas du tout l'aspect maths. Ça permet en revanche, normalement, de suivre l'option complémentaire en maths complémentaire en terminale. Donc, ça veut dire que ça permet de conserver des maths pendant tout le lycée. Ce qui, par exemple, pour certaines admissions dans des universités étrangères peut être nécessaire et peut être indispensable pour accéder à certaines études. Mais je regardais encore, par exemple, je regardais sur Parcoursup les attendus d'école de commerce post-bac, par exemple, et en fait, ils continuent de conseiller de choisir l'aspect maths en première, en plus de l'enseignement de maths obligatoire. Si l'on a pris des spécialités dans des domaines totalement différents alors qu'on est fort dans ces matières, est-ce que cela nous pénalisera? Non, non. Ça vraiment, c'est, j'ai envie de dire que c'est le heureux enseignement de la réforme. C'est que, les élèves ont fait des choix parfois différents de ce qu'on faisait avant dans les séries, et ça ne les pénalise pas. Pouvez-vous m'expliquer la spécialité AGGSP, à quoi s'attendre et comment être prêt? Je vais y revenir tout à l'heure dans les attendus, mais la HDGSP, ce qui se rapproche le plus de cette spécialité dans ce qu'étudient les enfants en tronc commun, c'est l'histoire-géographie, bien évidemment. Mais ensuite, à quoi s'attendre les épreuves en HGGSP, c'est une composition et une étude comparée de documents qui est assez technique. Euh, donc voilà, donc c'est quand même du rédactionnel, mais effectivement, ça se rapproche plus. Les thématiques sont plus larges que juste l'histoire-géographie, mais en termes de travail à fournir, on est sur des exercices similaires à ce qu'on trouve en histoire-géographie de tronc commun. J'ai vu une question aussi sur dans quel lycée est-ce qu'on trouve sciences de l'ingénieur. Alors, j'ai repris mes petites fiches. Alors, pour sûr, à Madrid et à Mexico. Et il m'en manque un et je n'arrive pas à retrouver quel est le troisième lycée dans lequel il y a sciences de l'ingénieur.
mais je chercherai. Voilà. Mais sûr, à Madrid et Mexico. Voilà. Est-ce que tu as encore des questions sur cette première partie, Nesrine? Je pense que pour le moment, on a fait le tour. On reviendra sur d'autres questions plus tard. Ok. Alors, on va continuer justement avec ces questions autour de quel choix faire, comment choisir l'orientation, les options, etc. Alors, sur cette deuxième partie, hop, Apparemment, il y a sciences de l'ingénieur à Casablanca aussi, ah pour ben ton voilà, info. c'est la troisième. Merci. Hop. Alors, sur cette troisième partie, mais c'est vrai que au Maroc, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de lycées, en fait, il y a beaucoup globalement sur le bassin du Maroc, il y a beaucoup de spécialités qui sont proposées. On parlait tout à l'heure de l'option audiovisuelle, enfin cinéma, mais euh, il y a effectivement, pas mal d'options qui sont proposées. Alors, NSI par exemple. Donc, NSI, vous allez le trouver plus facilement. NSI, on le trouve, pour répondre à cette question, à Barcelone, par exemple. On le trouve au Maroc. On le trouve à Rabat et Casablanca, je crois. Elle est aussi ouverte à Londres. Elle est quand même assez fréquemment ouverte, en particulier dans des très gros établissements. Alors, quelle doublette pour quelle orientation? Globalement, quand on fait le bilan de la session 2023 du baccalauréat, pour les lycées français de l'étranger uniquement, on constate que plus de la moitié des lycéens, donc de terminale, font le choix de venir faire leurs études en France. Euh, donc ça veut dire aussi que 46% et demi font le choix de suivre leurs études à l'étranger. Principalement, donc, et dans ceux qui suivent leurs études à l'étranger, il y a soit ils vont dans un pays autre que la France, principalement on va trouver l'Espagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et les États-Unis, ou bien ils restent dans le pays dans lequel ils ont suivi leur lycée. Euh, Parmi ceux qui viennent en France, 60% s'inscrivent en licence à l'université avec deux grosses licences, la licence PASS, c'est-à-dire les études médicales, et le droit. C'est les deux gros pôles qui attirent les élèves. Vous en avez 10%, enfin 20% en tout qui intègrent une école post-bac, soit école de commerce, soit école d'ingénieur. C'est à peu près équilibré, c'est à peu près moitié-moitié. Et vous en aviez l'année dernière 8%, donc c'est un peu moins qu'en 2022, qui rentraient en classe préparatoire, soit de commerce, donc ECG, soit de lettres, soit scientifique, qu'on appelle communément maths sup, maths spé. Donc ça, c'est pour vous donner une idée quand même de ce que font les élèves. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, se renseigner. Moi, je vais vous donner les éléments dont on a connaissance sur les grandes filières, quelles sont les principales spécialités qui ont suivi pour les élèves qui ont été admis dans ces filières-là. Mais maintenant, il ne faut pas hésiter à se renseigner et à aller un peu surfer sur Parcoursup à n'importe quel moment. Alors, là, Parcoursup, en règle générale, c'est ouvert tous les ans entre décembre et ça ferme à la fin de la phase complémentaire aux environs du mois de septembre. Donc, en gros, à part les mois d'octobre-novembre où c'est pas ouvert, on a toujours moyen d'aller se renseigner et d'utiliser ce qu'ils appellent la carte des formations. Donc la carte des formations, voilà, ça ressemble à ça. Ça veut dire que je cherche, je sais pas moi, une licence passe donc en médecine je sais pas moi, à Paris ou à Lille.
Voilà. Et voilà, ça me propose la licence de Lille. Et ensuite, ce qui est intéressant pour et les enfants et vous, à ce stade, c'est d'aller se renseigner sur quels sont les critères d'analyse des candidatures. Qu'est-ce que l'on attend des élèves, en fait? Qu'est-ce qu'on attend des candidats? Et là, bien reconnaître qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait et qu'on a aujourd'hui des informations assez claires. Donc, par exemple, ici, à l'Université de Lille, on vous dit les résultats en sciences, mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre sont essentiels pour décider si un élève va être. Caroline, Euh, oui, on ne voit pas la carte. Je ne sais pas si tu la montres, mais ah, on voit pas le Parcoursup là. C'est ça que tu me dis? oui, voilà. Oui. Ah, ok. Alors, pardon. Alors. Parce qu'il doit falloir que. Comment il faut que je fasse? Alors, votre partage est en pause. Et ah oui, je vois. euh, donc, je vais arrêter le partage et faire un partage différent. Ah, mais donc en fait, je peux pas ouvrir deux choses en même temps. Je pensais que c'était facile et que j'allais pouvoir ouvrir deux choses en même temps, mais c'est pas possible. Euh, hum, hum, hum. Ça, je ne peux pas l'ouvrir en même temps. Alors, je peux pas le partager en même temps. Alors, c'est pas grave, je vais le faire à partir du diaporama. Donc, dans les attendus de formation, les formations listent quels sont les critères essentiels qui sont retenus pour évaluer les candidatures. Et de la même manière, elles précisent, il y a toujours ce pavé, quelles connaissances et compétences sont attendues pour réussir dans cette formation. Donc ici, quand moi j'avais fait, quand j'avais fait le test pour préparer le diaporama, j'étais en licence d'économie à Lille aussi. Et donc là, c'est clair, on vous dit, pour réussir dans cette formation, les lycéens doivent suivre au moins un enseignement de spécialité qui est sciences économiques ou maths en première. En terminale, de la même manière, on vous dit soit sciences économiques et soit maths complémentaires. Donc ça veut dire que en fait ces informations elles existent et pour les enfants qui ont déjà une idée de ce vers quoi ils veulent s'orienter, alors on est bien d'accord, c'est dans un monde idéal et tous les enfants, surtout en seconde, savent pas forcément ce qu'ils vont vouloir faire. Mais pour ceux qui ont une idée, moyen d'aller voir si les spécialités qu'aime votre enfant, les spécialités dans lesquelles il réussit bien, elles collent avec ce qui est attendu dans le type de formation qu'il a en tête. Voilà. Et ça, c'est disponible et c'est excessivement clair. Et c'est ouvert à tous, il n'y a pas besoin de créer de dossier, c'est en libre accès, c'est complètement, pas besoin de se créer un profil, vous pourrez faire le test, c'est complètement, voilà, c'est disponible pour tout le monde. Donc, ceci étant dit, on a fait une petite synthèse à la suite des rapports qui ont été, euh, qui ont été établis suite aux précédentes campagnes de Parcoursup. Donc, j'ai vu que la question est revenue plusieurs fois. Pour la fac de médecine, les étudiants qui ont été admis en première année de médecine, enfin en PASS, donc en première année de préparation aux études de santé, la majorité des étudiants avaient physique, chimie et sciences et vie de la Terre en terminale. Souvent avec l'option mathématiques complémentaires, ce qui suppose que en première, ces enfants-là avaient maths, physique, chimie et sciences et vie de la Terre. Le deuxième plus gros contingent de candidats, ils avaient maths et physique, chimie. Et en toute logique, le troisième plus gros contingent de candidats,
Les deuxième et troisième, c'est à peu près équilibré. Choisis maths et SVT. Ça veut dire que pour répondre aux questions sur les études de santé, quand on vise des études médicales, et donc PASS, c'est médecine, mais c'est aussi maïotique, kinésithérapie, dentaire, etc. Il faut des spécialités scientifiques. Et en première, il ne faut pas se poser de questions, c'est maths, physique, chimie, SVT. Et ensuite, on fait le choix en terminale de ce que l'on veut conserver. Sachant qu'on peut effectivement ne conserver que physique, chimie et SVT. Euh, Si on se dirige vers, par exemple, des études en sciences politiques, des IUP, c'est vrai qu'on a pas mal d'élèves, nous, en prépa à ces concours-là, et que c'est une filière qui est pas mal demandée tant en France que dans les lycées français de l'étranger. Là, ça va être beaucoup plus ouvert, en fait. Et vous verrez que dans les fiches sur Parcoursup, on vous dit qu'il n'y a pas vraiment de profil type. Et c'est vrai, il n'y a pas vraiment de profil type. Après, on se rend compte que statistiquement, ce sont principalement des élèves qui ont histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques et une autre matière qui paraît pas complètement fou, puisque s'ils s'intéressent aux sciences politiques, on peut supposer qu'ils s'y intéressaient déjà au lycée, donc, et que donc ils ont choisi cette spécialité. Mais ce n'est en aucun cas obligatoire. Soyons très clairs, ce n'est en aucun cas obligatoire. On a des élèves qui intègrent Sciences Po avec deux spécialités scientifiques, mais qui, à côté de ça, savent bien rédiger, aiment rédiger, etc. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. Si vous allez sur les licences de droit des différentes universités, vous verrez que les attendus et les exigences en termes de spécialité sont assez libres. Euh, Ce que l'on constate statistiquement, c'est que la majorité des candidats qui sont admis en droit avaient comme spécialité géopolitique et SES, ou géopolitique et langue, ou géopolitique et humanité, littérature, philosophie. C'est quand même assez cohérent. Le droit, on est sur une matière très rédactionnelle. Ça veut dire que les étudiants, les élèves qui sont admis dans ce type de filière, sont plutôt des élèves qui ont un profil à aimer la rédaction, aimer rédiger, aimer écrire, etc. Ça semble assez cohérent. En licence d'économie-gestion ou en licence d'économie, comme l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, on est effectivement sur SES maths ou géopolitique et SES avec des maths complémentaires. En licence d'économie et en gestion, quand même, il est préférable de conserver au moins une option de mathématiques jusqu'au baccalauréat. Les écoles de commerce post-bac, on est sur des profils similaires, mathématiques, sciences économiques et sociales, ou sciences économiques et sociales et géopolitique, ou géopolitique et mathématiques, etc. On est sur des profils assez mixtes. Ensuite, on rentre dans les classes prépa. Alors là, les classes prépa, c'est une autre, et c'est pareil, c'est très clair dans Parcoursup. Les classes prépa scientifiques, bien évidemment, ce sont des élèves qui ont deux spécialités scientifiques en terminale. Les classes prépa aux écoles de commerce, donc anciennement prépa HEC qu'on appelle aujourd'hui ECG, ce sont des élèves qui ont soit maths, maths géopolitique ou des profils très scientifiques, maths, physique, chimie. C'est quand même la majorité des profils. La quatrième position, c'est des élèves qui auraient géopolitique, SES et option maths complémentaire. Quand même, en nombre, ils sont beaucoup moins nombreux. Et comment dire, la scolarité en classe prépa est parfois un petit peu difficile. En ce qui concerne les classes préparatoires littéraires, de manière assez logique, on est sur des profils d'élèves qui ont choisi des spécialités plutôt rédactionnelles et littéraires. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, mais vraiment, donc ça, ce sont des résultats statistiques avec tous les biais que cela peut comporter. Mais ce qu'il faut vraiment, j'ai envie de dire, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'information,
elle est disponible. Elle est disponible et elle est disponible pour tout le monde en fait. Donc voilà, il suffit d'aller un petit peu la chercher. Nesrine, avant qu'on passe, donc la dernière partie sur laquelle on va échanger, ce sont les compétences attendues pour chacune de ces spécialités. Donc, en attendant qu'on passe à cette partie-là, Nesrine, je te donne la main pour. Je vois qu'il y a plein de questions. Donc, tu peux me faire une petite extraction. Alors, comment la note de l'option est calculée dans la moyenne générale? Alors, on n'a pas parlé des options. Alors, je vais profiter de ta question pour faire un petit point sur les options. Vos élèves choisissent des spécialités. Et ils ont aussi la possibilité de choisir des options. Ces options, ils peuvent par exemple choisir l'option A, avec les différents modules d'art donc, que j'avais évoqué tout à l'heure. Donc, celui que j'avais oublié, merci Nesrine, c'était la danse. Donc, danse, théâtre, art plastique, audiovisuel et musique. Donc, voilà, ils peuvent choisir ça en option. En première et en terminale. Ils peuvent choisir l'option latin, ils peuvent choisir l'option grec, ils peuvent choisir une option sport en complément de l'enseignement sportif classique. Et ils peuvent choisir une troisième langue. Ils peuvent encore. Et donc, ça, ce sont les options pour pouvoir choisir en première et en terminale. Ces options, elles sont évaluées en contrôle continu et elles sont affectées d'un coefficient 2 pour chaque année. Attention, en ce qui concerne les options, les points, la note de l'option compte que l'option soit supérieure à 10 ou inférieure à 10. C'est-à-dire qu'une option, depuis la réforme du bac, ça peut faire perdre des points à un élève sur sa note de bac. Et ensuite, il y a 3 options choisies que en classe de terminale et qui sont donc faites sur une année. Ces options, c'est complémentaire. Une maths complémentaire qui s'adresse à des élèves qui ne suivent plus l'aspect mathématique en terminale, mais qui veulent continuer à faire des maths en terminale parce qu'ils en ont besoin pour leur projet d'orientation ou tout simplement parce qu'ils aiment les maths. Il y a l'option maths expert qui s'adresse à des élèves qui, eux, suivent l'aspect mathématique en terminale et qui se dirigent, bon, au-delà du fait qu'ils aiment les maths, parce que ça les amène quand même à un volume horaire de mathématiques de 9 heures par semaine, donc c'est quand même conséquent. Ce sont des enfants qui se dirigent essentiellement vers des études excessivement scientifiques de type classe préparatoire scientifique ou école d'ingénieur. Et ensuite, vous avez une option qui s'appelle droit et enjeux du monde contemporain, qui est une option d'ouverture sur justement le domaine juridique. Ces options qui ne sont suivies qu'en terminale sont affectées d'un coefficient 2. Voilà. Et donc, elles comptent quelle que soit la note. Est-ce qu'on peut choisir plusieurs options en même temps? On peut choisir plusieurs options en même temps, sous réserve que plus de 2 options, ça paraît vraiment compliqué, et sous réserve que l'emploi du temps de l'enfant le permette en fait. Que ce soit possible dans le lycée, je ne sais pas, il y a un certain nombre de lycées dans lesquels vous allez avoir l'option art plastique en même temps que le latin, par exemple. Bon, après, c'est pareil, ça rajoute un volume d'heures qui n'est quand même pas négligeable sur des semaines qui sont déjà parfois chargées. Donc là, il faut bien réfléchir aux choix d'options qui sont faits. Quelles sont les possibilités de changement de spécialité une fois le choix effectué? Alors, en classe de première, au début de la classe de première, c'est encore assez facile. Monter son. Il faut que l'enfant vienne expliquer pourquoi il veut changer de spécialité, etc. C'est soumis à l'accord du chef d'établissement.
Mais si c'est possible d'un point de vue pratique, c'est-à-dire si, d'abord si la spécialité existe dans le lycée, si, etc. J'ai envie de dire que jusqu'aux vacances de la Toussaint, en règle, de la première, en général, c'est accepté. Sous réserve de la faisabilité du changement d'option et de la motivation du changement d'option. Mais on le sait très bien, euh, les enfants, en un été, entre la seconde et la première, il peut se passer plein de choses. Ils peuvent faire de vraies découvertes, changer complètement d'avis sur certaines choses, et c'est très bien. Et donc, ça, c'est possible. Entre la première et la terminale, en fait, c'est plus possible, en fait. Enfin, c'est rarement possible, sauf sûrement dans des cas très particuliers. Mais c'est vraiment compliqué parce que ça veut dire qu'il y a toute une année qui est à rattraper, du programme qui est à rattraper. Donc, c'est difficile. La question peut se poser pour des élèves qui changent d'établissement entre la première et la terminale. Donc, je ne sais pas moi, qui partent de. euh, euh, je pense à une ancienne élève qui était partie du lycée français de Singapour et qui était allée, je ne sais plus si c'est au lycée français de Bruxelles ou bon, je ne sais plus quel établissement dans le nord de l'Europe, qui avait NSI et ben, qui avait plus NSI dans son lycée. Donc, bon, bah là, elle n'a pas fait le choix de changer de spécialité. Elle a eu un accompagnement par le CNED. Mais en terminale, c'est difficile de changer de spécialité. En début de première, ça se fait en gros jusqu'à la Toussaint. Enfin, jusqu'à la Toussaint. Quel est le volume horaire hebdomadaire pour une option? Alors, en règle générale, c'est 2 à 3 heures par semaine. Euh, pour le latin et le grec ancien, il me semble que c'est 4 heures. C'est le seul cas. Quelle spécialité choisir pour être kinésithérapeute? Ah ben, pour être kinésithérapeute, pour faire ses études en France, il faut faire PASS, la première année de médecine, ou si on veut aller faire une école d'ostéopathie, où là on est dans du privé, ben, c'est un peu pareil, on va avoir les mêmes attendus, c'est-à-dire c'est des spécialités scientifiques avec une doublette scientifique en terminale, soit physique, chimie, SVT, soit maths, physique, chimie, soit maths, SVT. Mais globalement, on est sur un profil scientifique pour faire kiné. Et je rajouterai que pour certains élèves qui, par exemple, veulent faire médecine en Espagne ou kiné en Espagne, etc., c'est pareil. Dans ces pays-là, on va vous demander, souvent, par exemple, on va exiger la spécialité maths en terminale. Donc là aussi, il faut se renseigner. C'est important parce que ça peut, sinon, les équivalences ne se font pas. Alors, je vois qu'il y a une question. Qu'est-ce que l'AMC dans la spécialité La LLCE? psychologie. Donc, l'AMC, c'est anglais monde contemporain. C'est donc une sous-spécialité de langue, littérature, culture étrangère qui n'existe qu'en anglais et qui est moins littérature et plus actualité et géopolitique. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, Nesrine. Non, c'est pas grave, pas de souci. Est-ce qu'on peut faire neurosciences sans la spécialité physique-chimie? Neurosciences. Euh, Je sais pas, j'aurais envie d'aller sur Parcoursup. Alors, je peux pas vous le partager, mais je vais quand même le faire en direct. Si je tape licence de neurosciences, je sais pas si ça existe comme ça, licence de neurosciences, liste. Euh,
Alors, je pense que neurosciences, c'est quelque chose qui doit se faire après un master ou après des études en ingénierie, etc. Euh, et il faudrait aller vérifier. Je ne sais pas. Ça me paraît quand même un peu difficile de faire neurosciences sans physique et surtout sans chimie. Ok. Mais il faudrait vérifier. Ok, j'ai beaucoup de questions sur ben, les écoles d'ingénieurs, les études en ingénierie. Est-ce qu'on choisit maths, physique, chimie ou est-ce qu'on peut garder NSI? On peut garder, alors on peut tout à fait garder maths et NSI pour faire des études en école d'ingénieur. En fait, les écoles, alors d'abord, si on se dirige vers une classe préparatoire scientifique, il y a une filière pour les élèves qui font NSI. En ce qui concerne les écoles d'ingénieurs post-bac, les épreuves sont adaptées en fonction du profil des élèves. C'est-à-dire que si vous passez par exemple le concours GEPI, ou donc qui sont ces banques de concours communes pour les écoles d'ingénieurs, vous allez choisir vos disciplines en fonction de vos spécialités. Voilà. Dans un cas comme ça, par exemple, école d'ingénieur, je conserverai maths et NSI. Ok. Quelle est la moyenne correcte en classe de première et terminale? Ah, bah ça, je peux pas vous dire. En fait, il n'y a pas vraiment de moyenne correcte. Puis alors, il y a autant de moyennes, j'ai envie de vous dire, que d'établissements. Euh, et euh, c'est impossible de répondre à cette question, en fait. Euh, je sais pas. Ça dépend de d'où on part. Peut-être que pour certains élèves, je sais pas. Moi, je parlais tout à l'heure avec une maman qui disait, voilà, si dans cette matière, mon fils a 12 ou 13, je serais très contente. La moyenne de la classe est à 11. Voilà, il a 12, 13, c'est très bien. Dans une classe où la moyenne est à 16, c'est sûr que si on a 10, c'est pas terrible. Mais voilà, il n'y a pas de moyenne idéale. C'est vraiment, ça dépend de l'enseignant, de son système de notation, de... bon, voilà. Alors, j'ai une question sur les spécialités sur le CNED, pour y revenir. Mon centre m'a proposé 3 spécialités avec le CNED, mais vous en avez mentionné d'autres. Est-ce que je peux y accéder même si le centre ne me l'a pas proposé? Ah, bah ça, je sais pas du tout. En fait, il faudrait se rapprocher d'eux. Toutes les spécialités sont proposées par le CNED, ça c'est sûr, normalement. Maintenant, il faut peut-être qu'il y ait des accords et que l'établissement en question, parce que c'est étudier une spécialité par le CNED, c'est soumis à l'accord du chef d'établissement. Et Euh, voilà. est-ce qu'on peut suivre une option sur le CNED? On peut suivre une option sur le CNED, je suppose. J'avoue que j'ai pas vérifié, mais je suppose. Je suppose. Quelle spécialité choisir pour des études en finance et en audit? En fait, les études en finance et en audit, la finance, c'est une sous-spécialité alors en France en tout cas, c'est une sous-spécialité des études en économie et en sciences de gestion. Donc, bien évidemment, tout naturellement, maths et SES, en terminale en tout cas. Mais maths, c'est sûr, puisque les financiers sont des gros matheux. Ok, pour revenir sur une question du début, si on choisit la spécialité maths et SES, qu'est-ce que va nous rajouter l'option maths expert? Ah ben, elle peut, pour les élèves qui vont aller en prépa, ECG par exemple, elle peut permettre aux élèves de choisir en fait, en prépa, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs parcours aussi en prépa école de commerce avec plusieurs niveaux de maths, etc. Donc, ça peut être un moyen de prendre le plus haut niveau de maths en classe préparatoire. Sinon, en dehors de ça, une aisance,
Si vous aimez les maths, ça vous apporte, et que par exemple vous allez en licence d'économie, ben, ça vous donne un peu d'avance sur le programme du supérieur, etc. Et puis voilà. Mais en termes d'orientation à proprement parler, à part en prépa, sur un profil maths SES, pas grand-chose. Ok, je pense qu'on a fait le tour pour le moment. Ok. Alors, on va essayer de rapidement, pour pas trop traîner, de rapidement, hop, je vais recommencer à partager, hop, avancer sur les compétences entendues et leur renforcement. Donc, en fait, évidemment, vous vous en doutez, ce qu'on attend des élèves, ça dépend des types de spécialités choisies. En ce qui concerne les spécialités scientifiques, donc physique, chimie, sciences et vie de la Terre, ANSSI, sciences de l'ingénieur, euh, évidemment, c'est de la rigueur, un esprit mathématique, des qualités rédactionnelles, de plus en plus des qualités rédactionnelles en physique-chimie, de bonnes capacités de lecture et d'analyse des sujets. En physique-chimie, les sujets sont de plus en plus longs, de plus en plus complexes, il y a de plus en plus de textes et de données à traiter. Donc, voilà, une bonne compréhension, une aisance avec ces outils mathématiques. En physique-chimie, il faut le savoir, les élèves qui prennent la spécialité physique-chimie sans prendre la spécialité mathématique sont quand même très gênés. Autant en SVT, c'est moins vrai, mais la spécialité physique-chimie utilise, en particulier en terminale, des outils mathématiques complexes qui font que c'est parfois difficile pour certains élèves qui n'ont pas l'aspect maths ou qui ne l'auraient pas eu en première, a fortiori. En ce qui concerne les spécialités littéraires, alors j'ai envie de vous dire que d'abord, il faut aimer lire. Parce que ce soit littérature en langue étrangère ou humanité, littérature et philosophie, le point commun, c'est le programme littéraire de ces deux spécialités, c'est-à-dire que ça suppose la lecture d'un certain nombre d'ouvrages. Donc, un élève qui déteste lire ou qui va lire les livres qui lui sont imposés par son prof de français sous la torture, sous la contrainte, c'est pas vraiment des spécialités pour lui. Quand même, il faut avoir une aisance et une certaine appétence pour le texte écrit, voilà, pour les choses de l'écrit. Pour les spécialités en sciences humaines, alors je distinguerai donc là, et là, comme pour les spécialités littéraires, il va falloir savoir rédiger dans les deux cas. Et en plus de ça, dans ces deux spécialités, il faut s'intéresser à l'actualité. Il faut que ce soit quelque chose qui intéresse, que le monde qui nous entoure, les questions économiques, les questions géopolitiques, les questions de politique, que ça intéresse les enfants. C'est quand même plus facile pour eux, du coup. Et il faut aussi il faut aussi être capable de construire un raisonnement structuré, de dérouler une idée. Alors, on l'apprend au fur et à mesure, hein. Évidemment, si votre enfant est aujourd'hui en troisième, euh, c'est pas, il n'en a pas besoin tout de suite. Mais c'est ça qui sera attendu. Comment est-ce que ça se travaille? Ben, euh, et en seconde, comment est-ce qu'on prépare ces 2 dernières années de lycée? C'est un peu là-dessus que j'ai envie d'insister. Euh, on les prépare à deux niveaux. On les prépare en français d'abord, parce que finalement, euh, c'est le français qui va être la maîtrise de la langue, qui va être déterminante en fait pour l'ensemble des spécialités. Je le disais sur la physique, c'est vrai sur la SVT, donc même dans des spécialités dites scientifiques, la compréhension de la langue, des consignes, des documents qui sont proposés. Un sujet de physique, il peut faire aujourd'hui un sujet de physique du bac, je crois que celui de l'année dernière, il est 18 pages. Donc, ok, ils ont 4 heures, mais enfin, ça fait de la lecture quand même, hein. Donc, cette maîtrise de la langue, elle est essentielle. Et l'expression écrite, et la qualité de cette expression écrite et de l'expression orale est aussi déterminante, y compris dans les épreuves scientifiques. Euh, donc ça, c'est le premier pilier.
de cette réussite au lycée. Et ça se prépare, j'ai envie de dire, dès la sixième. Le deuxième pilier, c'est que au collège et en seconde, vraiment les enfants acquièrent la boîte à outils dont ils ont besoin sur les 2 dernières années de lycée. Donc, pour vous qui avez des enfants essentiellement dans ces classes de quatrième, troisième, seconde, aujourd'hui, ce soir, vraiment, c'est là qu'il ne faut pas lâcher, c'est-à-dire que ils doivent maîtriser leur proportionnalité. Ils doivent savoir faire des calculs sur les fractions. Ils doivent maîtriser leurs identités remarquables, a carré plus b carré ou a plus b au carré, qu'est-ce que ça fait. Tout ça, c'est leur boîte à outils, c'est leur espèce d'alphabet qui va leur servir et en mathématiques, et en mathématiques, en spé maths, et en maths de tronc commun, et en physique chimie, et en SVT. Donc, ça, c'est les éléments essentiels. Alors, pour finir un petit peu, comment est-ce qu'on travaille en fait, on travaille avec les enfants dans les lycées français de l'étranger à partir de la sixième, cinquième, donc depuis cette année. Et un peu au vu des différentes évaluations qui ont été publiées sur le niveau des élèves, des études PISA, des différents discours du ministère, etc., où en sixième, cinquième, on constitue des petits groupes de 4 élèves maximum pour, en 3 mois, maîtriser les fondamentaux du français. C'est-à-dire que s'engager que les élèves soient capables de lire un texte en comprenant le sens, de s'exprimer, de respecter un accord du participe passé, de connaître leur grammaire et de savoir l'utiliser, et d'enrichir leur vocabulaire. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec des élèves parfois non francophones, parfois francophones, mais qui, parce qu'ils sont multilingues, parce qu'ils baignent dans un environnement excessivement variés, vont avoir besoin de renforcer cette maîtrise de la langue. Ensuite, que ce soit à partir de la quatrième, quatrième, troisième, seconde, alors bien évidemment, on continue après au lycée, mais là, ce soir, c'est ça qui nous intéresse. On a 2 manières de travailler. On organise soit des stages de révision sur vos vacances scolaires en fonction de là où vous êtes. Donc, ces stages de révision, ils sont sur les matières fondamentales, hein, c'est-à-dire que maths, français principalement, un peu de physique, chimie en seconde et au brevet. Et donc là, pendant une semaine, on s'assure que vos enfants progressent, acquièrent remédient aux lacunes qu'ils pourraient avoir, solidifient leurs connaissances, tant en français qu'en mathématiques, etc. Donc là, sur les prochains stages, on sera sur les vacances d'hiver ou de printemps. Ensuite, au niveau du brevet, on a aussi des stages juste avant le brevet. Ou alors, pour travailler plus dans la durée, et parce que c'est nécessaire, et que ça permet aussi d'avancer différemment, c'est-à-dire de travailler sur du plus long terme, on travaille avec vos enfants 2 heures par semaine en une fois sur un cycle de 2 mois qui peut être renouvelé bien sûr jusqu'à la fin de l'année, de manière à les faire progresser. Et ça, autant en français qu'en mathématiques. Voilà. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on a effectivement 2 centres enfin plus qu'un d'ailleurs, un centre en présentiel au Maroc depuis 2000. On existe en visio pour le reste du monde depuis 2017, donc bien avant le Covid, donc maintenant on a pas mal d'expérience. On est présent, on a des élèves dans plus de 42 établissements dans le monde. Et en moyenne, c'est entre 500 et 600 élèves qui sont accompagnés chaque année. Et pour faire ça, pour travailler, on a une équipe permanente en fait. C'est-à-dire qu'en dehors de mon associé et moi, qui sommes bien sûr tous les deux enseignants, on a des enseignants permanents qui sont formés au soutien scolaire, qui sont formés à l'enseignement à distance, en visio. Bien évidemment, quand on travaille à visio avec vos enfants, la caméra est obligatoire, c'est-à-dire que c'est pas de la visio en grand groupe, etc. Ils sont, alors les sixième, cinquième, ils sont 4 maximum parce qu'ils sont encore tout petits. Les autres, ils sont 6 maximum. C'est hyper individualisé, c'est-à-dire qu'on est capable, sur un groupe de 6 élèves, de travailler individuellement avec chaque élève.
Voilà, et de vous faire un retour régulièrement en fin de période. Voilà un peu sur les compétences attendues et comment les renforcer. Donc, Nesrine, je te redonne la main pour les dernières questions. Alors, pour parler des stages, comment accéder à ces stages? Comment accéder à ces stages? Alors, je ne vais pas faire de partage parce que sinon, j'imagine que ça ne va encore pas marcher. Alors, à moins que je fasse comme ça, voyons si j'y arrive. Vous pouvez aller sur notre site internet. Vous découvrirez, alors pour l'instant, les stages ne sont pas encore en ligne, mais sur notre site internet, vous découvrirez l'ensemble de l'offre de stage à partir de lundi. Euh, voilà, je peux le faire comme ça. Voilà. L'offre de stage tant pour le collège que pour le lycée. Donc, par exemple, voilà, je regardais sur les sixièmes. Bon, bah voilà, les fondamentaux dont on a parlé en français, avec une description détaillée de ce qui va se passer, les engagements qu'on prend nous aussi vis-à-vis de vos enfants. Vous avez la possibilité de vous préinscrire. Donc, cette préinscription, en fait, elle nous permet ensuite de rentrer en contact avec vous et d'évaluer directement les besoins de vos enfants. Donc, voilà, c'est exactement le même fonctionnement pour les stages. Et de toute façon, en fait, la manière dont on travaille, c'est-à-dire que c'est excessivement personnalisé du début à la fin du processus. Donc, on rentre en contact avec vous. Ça peut être Nesrine, ça peut être Cécile, ça peut être moi. Euh, on échange sur les besoins de votre enfant, ses disponibilités, qu'est-ce qu'il vient chercher ou qu'est-ce que vous venez chercher pour lui. Et en fonction de ça, on constitue des groupes homogènes et, on vous propose une organisation, un horaire, etc. Et parfois, on peut être amené à vous dire, ben là, j'ai pas de groupe qui soit homogène pour votre enfant, ce qu'il recherche. Ben voilà, en ce moment, là tout de suite, j'ai pas ça. Il va s'ennuyer, etc. J'ai une question sur les spécialités. Ma fille hésite entre journalisme et un métier en neurosciences. Quelle spécialité choisir pour ne pas perdre l'un de ces deux choix? Euh, alors, j'irai sur les spécialités exigées pour les neurosciences parce qu'effectivement, on va exiger des spécialités scientifiques alors que dans le journalisme, je pense que tout est possible. Tous les types de spécialités sont possibles. Voilà. Donc, moi, je me concentrerai sur des spécialités scientifiques. École de journalisme. Je pense qu'il n'y a pas de. C'est comme Sciences Po, en fait. Tous les types de spécialités sont possibles en école de journalisme. Après, il faut bien évidemment savoir rédiger. Et quelles sont les spécialités à choisir pour des études de psychologie? Alors, en psycho, selon la fac dans laquelle on va faire sa licence, il va y avoir quand même pas mal de statistiques. Donc, à minima, il faut, pour moi, conserver l'aspect maths en première. Euh, ensuite, on peut prendre SVT, sciences économiques. À mon avis, c'est assez ouvert en psycho. Euh, à minima, l'aspect maths en première. Ça, c'est sûr. Et là encore, ça va dépendre si l'enfant se dirige vers de la psychologie clinique, c'est-à-dire psychologue pour soigner, ou, euh, ou plutôt vers, je sais pas, on peut être psychologue et sciences de l'éducation, etc. Donc là, si je regarde, par exemple, euh, oui, voilà, c'est assez général en fait. Je pense que tous les profils sont acceptés en psychologie. Maintenant, moi, vous direz que d'expérience et pour avoir vu un certain nombre d'élèves, il y a quand même pas mal de stades de maths dans les premières années. Et donc, oui, moi, je prendrais l'aspect maths en première en moins. Alors, on a un élève en terminale à Casablanca qui est en première et qui passe en terminale, je suppose, qui a comme spécialité physique-chimie NSI avec une option théâtre. Et il y a une fiche qui a été distribuée pour choisir d'autres options. Et on peut mettre qu'une seule option. Et il aimerait choisir l'option le mathématique expert, pardon. Est-ce que son option théâtre va être annulée?
Ah bah ça, en fait, ça, c'est un choix de l'établissement, en fait. C'est-à-dire que c'est les établissements eux-mêmes. Donc, je ne sais pas si c'est Lyoté ou Léon l'Africain, mais en fait, euh, les établissements ont des contraintes d'emploi du temps, d'enseignants, etc. Et donc, ils peuvent effectivement imposer une contrainte parce que tout simplement, que si tout le monde fait deux options, ben, en fait, ils ne savent plus faire les emplois du temps. Donc, ça relève vraiment de l'établissement. Donc, c'est auprès du prof principal qu'il faut aller voir, voire même du secrétariat du proviseur ou du proviseur adjoint. Ok. Et quelles spécialités sont conseillées pour faire des études dans l'architecture? Alors, dans l'architecture, c'est très bien précisé là aussi dans Parcoursup. On va exiger la spécialité maths en première et terminale. Est-ce que tu Et peux mettre après, le lien dans le chat de Parcoursup? oui. Alors, en fait, donc maintenant que je peux partager, je vais pouvoir vous le montrer. Pour, hop. Après, il faut pas qu'on dérape trop, mais si je vais, hop, voilà, carte des formations. Là, tu vois là, Nesrine, mon partage? Ok. Donc, si je fais école d'architecture, je ne mets pas d'endroit. Voilà, bon, on va prendre par exemple celle-ci, hein, Marne-la-Vallée, pourquoi pas. Donc, je vais voir les critères d'analyse du dossier, donc principalement 60% les résultats scolaires. Euh, voilà, on vous dit clairement les élèves qui ont moins de 7 sur 20 dans n'importe quelle matière ne seront pas retenus. Donc, voilà, ça a au moins l'avantage d'être excessivement clair. Là, on vous dit aussi que les élèves qui auront moins de 10 sur 20 aux épreuves de français ne seront pas retenus. Donc, au moins, l'avantage, c'est que du coup, ça donne des choses excessivement claires. Et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, ils vous disent quels que soient les enseignements de spécialité. Donc, aucune exigence en termes de choix de spécialité. Maintenant, si on en regarde une autre, euh, Paris 13, par exemple, on se dit la même chose. Voilà, donc quelles que soient les spécialités. Mais ensuite, vous voyez que dans les attendus nationaux, on vous dit la formation d'architecte repose sur des enseignements scientifiques, techniques, artistiques et littéraires qui impliquent des connaissances et des compétences requérant la capacité d'appréhender l'espace, l'envie de mettre en pratique les savoirs scientifiques, etc. Donc, on va trouver des profils excessivement variés, y compris des profils qui ont maths et arts plastiques, par exemple, ou, je ne sais pas moi, géopolitique et arts plastiques, etc. Peu importe, en fait. Moi, avec l'enseignement maintenant de tronc commun, donc effectivement, ça a été modifié. Donc, il n'exige plus l'aspect maths, alors qu'avant, il l'exigeait au moins en première. Donc, ça veut dire que l'enseignement de tronc commun leur suffit. Ça veut dire que moi, par exemple, je conserverai l'option maths complémentaire en terminale. Voilà. Je te propose de prendre une dernière question, Nesrine, parce que sinon, c'est infini, en fait. J'essaye de Mais il va, répondre à tout le monde, mais Non, mais après, s'il y a vraiment des questions individuelles, je vous invite à nous recontacter dans la mesure du possible. On essaiera de vous répondre directement. Vous allez recevoir le replay du webinaire, donc, comme je l'ai dit, demain ou lundi. Donc, n'hésitez pas, il y aura notre adresse email, il y aura nos coordonnées. N'hésitez pas à nous envoyer un WhatsApp, à nous envoyer un message, à nous envoyer un mail. Si vous avez vraiment des questions, on essaiera de répondre. Si on peut vous accompagner, on le fera.
Voilà. Donc, une dernière question générale plutôt. Où peut-on consulter le programme détaillé des différentes spécialités? Ah, sur un site, alors que je vais mettre dans le chat pour le coup, qui s'appelle Eduscol. Je n'ai pas l'adresse email, mais ça s'appelle Eduscol. Et sur Eduscol, vous avez l'ensemble des programmes des spécialités. Bah, d'ailleurs, de toute la scolarité française, de toutes les filières. Mais du coup, vous pouvez choisir lycée et ensuite spécialité par spécialité. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Vous avez été très, très nombreux. Il y avait beaucoup, beaucoup de questions. Donc, j'espère qu'on a répondu à la majorité des questions générales. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin. On fera le mieux possible et à revenir vers nous si vous avez des besoins spécifiques. Voilà. Voilà. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Au à vous, revoir. merci. Merci, Nesrine.